Défense sur i24 News. Au programme cette semaine, la tension accrue autour de la bande de Gaza entre le Hamas et Israël. L'armée française qui prend le contrôle d'une force d'intervention rapide de l'OTAN. Et puis, immersion au cœur de la cyberdéfense avec notre deuxième invité, l'ancien directeur des renseignements informatiques israéliens. Mais vous en avez désormais l'habitude. Tout de suite, le tour du monde de l'actu défense en tout juste une minute. Commençons en Syrie. Un rapport révèle des actes de torture systématiques et le meurtre de 11 000 personnes par le régime syrien. Ce rapport a été conjointement édité par des juristes internationaux spécialistes en crimes de guerre et des experts privés. Il est basé sur le témoignage d'un homme appelé César, un déserteur du gouvernement syrien, ex-photographe dans la police militaire qui a fourni plus de 27 000 clichés. Et puis au Liban, une attaque suicide a tué 4 personnes et en a blessé des dizaines d'autres dans les quartiers sud de Beyrouth, considérés comme la place forte du Hezbollah. Une énorme boule de feu et un nuage épais de fumée noire témoignent de la puissance de l'explosion qui a également fait de nombreux dégâts matériels. C'est la 3e attaque qui vise le cœur du Hezbollah cette année. En Russie, les forces de police ont abattu un haut responsable islamiste dans la région du Nord-Caucase, et ce à quelques jours des Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi. La neutralisation d'Eldar Magatov, suspecté d'avoir pris part à plusieurs attentats en Russie, s'inscrit dans la politique antiterroriste accrue menée par le Kremlin, notamment après le double attentat à Volgograd qui avait coûté la vie à 34 personnes. La tension est donc montée d'un cran ces derniers jours autour et dans la bande de Gaza. Les responsables politiques israéliens multiplient de leur côté les mises en garde très fermes envers le Hamas. Et pendant que le groupe terroriste affirme avoir déployé ses forces le long de la bande de Gaza pour empêcher les tirs de missiles, les forces israéliennes, notamment, vous allez le voir, les blindés, continuent de s'entraîner. Maxime Pérez. Des hommes en armes et une foule en colère. Ils portent la dépouille d'Ahmed Zahanin, tué dans une attaque de l'aviation israélienne au nord de la bande de Gaza. Cet ancien membre du djihad islamique, passé dans les rangs du FPLP, se trouvait dans sa voiture quand un missile l'a pulvérisé. D'après l'armée, ce terroriste était recherché depuis 2009 pour son implication dans de nombreuses attaques frontalières et plus récemment dans des tirs de roquettes contre le sud d'Israël. Un message clair de l'État hébreu. Dimanche déjà, un membre du djihad islamique, Ahmed Saad, avait été liquidé à Gaza dans une frappe similaire. Nous considérons le Hamas comme responsable des tirs contre Israël. Et s'il n'est pas en mesure d'imposer son autorité sur les organisations terroristes, nous continuerons d'agir et de faire payer un prix très lourd à ceux qui ont recours au terrorisme. Ce prix très lourd, il pourrait passer par une nouvelle opération d'envergure contre la bande de Gaza. Une option que l'état-major de Tsahal envisage de plus en plus sérieusement et à laquelle il se prépare. Comme ici dans ce centre d'entraînement à la guérilla urbaine, à quelques dizaines de kilomètres de l'enclave palestinienne. S'entraîner à la guérilla urbaine comprend également la bande de Gaza. Le village que vous voyez ici répond aux situations que peuvent rencontrer nos tankistes. Après plusieurs années passées sur la ligne de front, le colonel Guy Krasson a été appelé en renfort pour commander cette division de tanks, habituellement déployée le long de la frontière égyptienne et conçue pour combattre des armées. Mais la situation régionale a changé et la menace d'un conflit asymétrique s'est accentuée. On vit une période plutôt calme, mais tout peut s'embraser demain matin et on fait tout pour s'y préparer. On adapte nos entraînements dans cette optique et on s'entraîne à faire face à un ennemi qui progresse à pied. Dans ces manœuvres, ce sont des chars Merkava 4 qui sont en première ligne. En cas de guerre à Gaza, ces mastodontes de 65 tonnes joueront un rôle majeur. Le Merkava est équipé de nombreux équipements de pointe et même d'un bouclier magnétique le protégeant de charges explosives et des roquettes RPG. Pour Tsahal, son utilisation donnera un avantage décisif aux forces terrestres engagées contre le Hamas et d'autres organisations palestiniennes. On nous rejoint sur ce plateau Jacob Lapin, analyste militaire au Jérusalem Post. Bonsoir. Alors, on vient d'entendre, les forces terrestres israéliennes, notamment les blindés, se préparent, se tiennent sur le qui-vive. Est-ce que parler aujourd'hui d'une opération de grande envergure, c'est réaliste selon vous ?
Je ne crois pas que nous en sommes là. Tsahal dispose de nombreux outils, de nombreuses possibilités pour déployer sa force, notamment sur le plan aérien. Des raids aériens conciliés avec un effort de renseignement pour faire pression sur le Hamas et sur les organisations djihadistes pour mettre fin aux tirs de roquettes. Je crois qu'à ce stade, l'armée israélienne aurait préféré utiliser des raids aériens avant de considérer une opération terrestre. Et pourtant, l'état-major israélien dans son ensemble a affirmé il y a quelques mois que l'opération Plomb durci avait ramené le calme dans la région. Ce n'est pas forcément le cas. Écoutez, lorsqu'on parle d'accalmie, l'accalmie est toujours basée sur la dissuasion. C'est comme un crédit, la dissuasion. On peut ajouter du crédit à la dissuasion, mais lorsque le temps passe, eh bien la dissuasion naturellement passe. Depuis que les roquettes ont commencé à tomber sur le sud d'Israël, Israël ne pensait pas que ça allait se poursuivre. Il était évident d'arrêter le tir de roquettes en provenance des organisations terroristes. Malgré le regain de tension, nous sommes quand même dans une période d'accalmie relative. Si je devais comparer la situation à celle qui prévalait il y a 3 ou 4 ans, lorsque des centaines de roquettes étaient tombées sur le sud d'Israël, la situation est plutôt calme. Et pourtant, le ton reste ferme. On l'a entendu cette semaine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit vouloir menacer et donner très bientôt une leçon au Hamas. Et pourtant, on le sait, le Hamas a perdu de ses forces. Est-ce qu'il contrôle toujours autant, aussi fermement, cette bande de Gaza ? Je crois qu'il y a effectivement un doute quant à la question de savoir si le Hamas est capable de contrôler l'enclave palestinienne comme par le passé. Le Hamas est très isolé, les autorités égyptiennes l'ont rendu exsangue. Le Hamas déploie son terrorisme contre Israël et par conséquent il est isolé politiquement, économiquement. Et c'est pour cette raison que peut-être il perd le contrôle de la bande de Gaza. Jacob Lapin, je vous remercie pour ces explications. Merci à vous. Depuis le 1er janvier 2014, la France est à la tête de la composante terrestre de la NATO, la force de réaction rapide de l'OTAN, et ce pour une durée d'1 an. Cette force est amenée à intervenir rapidement dans un délai, vous allez le voir, de 5 à 30 jours. Explication. Ce mardi 14 janvier, dans la plus belle des citadelles, à Lille, s'est déroulée une cérémonie symbolique de passation de commandement de la composante terrestre de la NRF entre l'ARC et le CRRFR. La NATO Response Force, c'est une force interarmée avec des composantes terre, air, mer et forces spéciales. C'est une force prête à intervenir au profit de l'OTAN. Depuis le 1er janvier 2014, l'OTAN a confié la responsabilité de cette alerte à l'état-major. Cette composante terrestre est projetable dans un délai de 5 à 30 jours. C'est une grosse responsabilité d'avoir le commandement de la composante terrestre du système d'alerte de l'OTAN. Donc on prend ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement. On va travailler toute l'année et puis nous sommes prêts, si nécessaire, à être engagés. Les 430 hommes et femmes du QG CRRFR vont maintenir leur niveau de préparation en poursuivant un entraînement permanent. Prochain rendez-vous, l'exercice Rochambeau en mai 2014, en assurant le commandement interarmé d'une force multinationale. On change complètement d'univers à présent pour parler du Cybertech 2014. La conférence internationale sur la sécurité informatique aura lieu la semaine prochaine à Tel Aviv. Je vous propose à cette occasion une immersion au cœur de la société américaine Akamai, l'un des leaders dans le domaine. Un reportage signé Liran Mousli. Cela fait plus de 15 ans que la société Akamai propose ses services à un large éventail de compagnies sur la toile.
Nous avons dû construire une imposante distribution de plateformes faites de serveurs aux quatre coins du globe et diffusées sur toute la toile. Chacun de ces serveurs est destiné à fournir les performances nécessaires et à soutenir les flux de nos clients sur Internet. Nous nous occupons des plus grandes compagnies sur Internet, des sites de sociétés privées, de sport, de news. Mais Akamai est également confronté à des ennemis puissants qui se cachent derrière les claviers en essayant de nuire de manière malicieuse à ses clients. Nous constatons aujourd'hui que les attaques sont plus puissantes. Ils essayent de neutraliser les serveurs et les applications web de certains sites pour les empêcher de produire leur contenu. Mais il y a aussi d'autres formes d'attaques, plus malicieuses, dont le but est de prendre le contrôle du serveur et de voler les informations cruciales. Contrairement au pare-feu traditionnel, la protection d'Akamai est située sur les bords de l'Internet. Nous bloquons les attaques et essayons d'avoir un coup d'avance sur les hackers pour empêcher que ces intrusions n'affectent pas les serveurs et infrastructures web de nos clients. Et cela nous permet de mettre en place un éventail de protection contre ces attaques. Ici, vous pouvez voir qu'Akamai contient 80 millions de demandes et 54 millions de pages vues chaque seconde. Environ 7% de ces demandes sont identifiées comme activités malveillantes potentielles. La sécurité est une guerre sans fin, mais nous essayons dans le même temps de disposer d'outils suffisants pour préparer les attaques de demain. Ce qui nous permettra sans doute de réduire le fossé qui existe entre les hackers et ceux qui les combattent. Et je me tourne vers Erez Kreiner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur des renseignements informatiques israéliens. En clair, le numéro 1 de la cyberdéfense en Israël. La cyberguerre, justement, c'est la cyberguerre, la guerre de demain? Je crois que oui. Je suis même convaincu que oui. Le cybernétique est de partout. Le cyber est de partout. Que l'on se trouve au travail ou en train de marcher dans la rue ou si nous sommes tout simplement dans notre voiture. Il est dans notre téléphone portable, dans notre ordinateur portable ou au travail. Et même si vous étiez dans une caverne, quelqu'un pourrait vous voler votre identité numérique. Et vous êtes donc exposé à toute attaque cybernétique. La compagnie dans laquelle je travaille aujourd'hui, nous avons affaire avec de nombreux incidents de partout dans le monde et je peux vous dire que sur toute plateforme, un avion, un appareil médical, un compte bancaire, de partout vous êtes exposé à une attaque cybernétique. Alors, vous parlez de lieux publics, mais comment concrètement lutter contre un ennemi qui est invisible ? Cela exige beaucoup de préparatifs. Il faut faire les bons préparatifs. La technologie qui existe aujourd'hui, l'intelligence, la vraie intelligence, c'est d'adapter la technologie aux exigences du terrain. Il faut adapter les capacités opérationnelles de l'entité qui veut se protéger. Cela veut dire qu'il faut se préparer, de former les bonnes équipes et c'est possible, cela est possible, on peut se protéger. Tous nos systèmes ne sont pas exposés, tous nos systèmes en Israël ne sont pas attaqués, il faut évidemment investir de nombreux moyens, mais c'est ce qui va assurer notre progrès au niveau technologique. Alors vous allez nous dévoiler peut-être un secret ce soir sur i24 News, on le disait dans le reportage, qu'il faut avoir toujours un coup d'avance sur les hackers. Ça se passe comment ? Oui, c'est vrai, absolument. Il faut tenter d'avoir un coup d'avance sur les hackers. Et cela se fait peut-être en pensant que le hacker est peut-être plus intelligent que nous, peut-être a déjà-t-il pénétré nos systèmes. Et même s'il pense qu'il est plus intelligent, nous allons l'attendre au coin de la rue, nous allons lui tendre un piège. Et l'une de nos spécialités, de nos expertises en Israël, c'est notre bravoure, notre audace. Et des techniques qui sont prises, qui s'inspirent de nos expertises dans le domaine du combat. Et cela marche aussi dans la guerre cybernétique. Je suis ingénieur de formation et nous avons
Nous avons appris à adapter toutes ces expertises à la défense cyber, la défense cybernétique. Donc on l'entend bien, un langage quasiment militaire quand on parle de la cyberdéfense. Merci Erez Kreiner d'avoir été ce soir sur le plateau de i24 News. C'était mon plaisir. Merci en français. Merci Erez Kreiner. Défense, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. L'info continue sur notre site www.i24news.tv. À bientôt.